À la fête de promotion de mon frère, il a cru drôle de me présenter ainsi, voici ma sœur, pas de diplôme, pas d'avenir, elle vit juste au crochet de la famille. Tout le monde, y compris nos parents, a ri. Je n'ai pas bronché. J'ai simplement souri, levé mon verre et dit, santé, c'est la dernière fois que l'un d'entre vous me verra. Puis je suis parti. La pièce est devenue complètement silencieuse. Je m'appelle Jenna, une artiste de 28 ans de Boston. En grandissant, la famille était tout pour moi, en particulier ma relation avec mon frère, Adam. Pendant qu'il courait après les diplômes et le succès en entreprise, j'ai suivi ma passion pour l'art malgré la désapprobation de ma famille. Je n'aurais jamais imaginé que lors de sa grande fête de promotion, mon propre frère m'utiliserait comme la blague de la famille. Mais cette nuit-là a tout changé entre nous pour toujours. Avant de vous raconter comment ma famille m'a détruite et comment je me suis reconstruite, j'ai grandi dans un foyer où la réussite scolaire n'était pas seulement encouragée, elle était attendue. Mon père, Thomas, a bâti sa réputation comme l'un des plus grands chirurgiens cardiothoraciques de Boston. Chaque conversation au dîner incluait des récits de sa dernière intervention chirurgicale salvatrice ou de sa percée en recherche. Ma mère, Diana, occupait un poste de titulaire dans le département d'anglais d'une prestigieuse université, publiant régulièrement dans des revues académiques et recevant des prix pour sa critique littéraire. Leurs photos de mariage montraient deux personnes avec 3 diplômes d'études supérieures à eux deux, se tenant fièrement en toge académique. Et puis il y avait Adam, mon frère, de 3 ans mon aîné. Il était l'incarnation de tout ce que mes parents valorisaient. Il ramenait des bulletins parfaits, gagnait des concours de sciences, était capitaine de l'équipe de débat et a finalement obtenu son diplôme en tant que major de promotion. Ses lettres d'acceptation à l'université venaient des 8 écoles de l'Ivy League, déclenchant des semaines de délibération sur le chemin prestigieux qu'il devrait choisir. Il a opté pour la faculté de droit de Harvard, faisant rayonner mes parents d'une fierté telle que je me demandais parfois si leur visage n'allait pas se fissurer. J'ai profondément aimé Adam en grandissant. Avant que les études ne le consument, nous construisions des forts en couverture, inventions des jeux de jardin élaborés et partagions des secrets chuchotés après l'heure du coucher. Il me protégeait des brutes de la cour de récréation et m'a appris à faire du vélo. Pendant des années, il a été mon héros, mon confident, mon ami. Mais quelque chose a changé pendant ces années de lycée. Ses accomplissements ont créé une distance entre nous qui s'est élargie à chaque cérémonie de remise de prix et tableau d'honneur. Pendant ce temps, j'ai eu du mal avec l'éducation traditionnelle dès le début. Mon professeur de 2e année a convoqué mes parents parce que je n'arrêtais pas de faire des dessins élaborés au lieu de terminer mes fiches de mathématiques. Au collège, mes bulletins notaient constamment que j'étais brillante mais dissipée, créative mais distraite. Le lycée est devenu un exercice d'endurance. Alors que je pouvais écrire des dissertations convaincantes en anglais et créer des projets étonnants pour les cours d'art, les tests standardisés étaient ma némésie. Les chiffres nageaient devant mes yeux pendant les examens, les dates historiques refusaient de rester dans ma mémoire et les formules scientifiques semblaient être une langue étrangère. Mes talents artistiques se sont épanouis pendant cette même période. J'ai remporté des concours d'art régionaux, mes œuvres ont été exposées dans des galeries pour jeunes et j'ai reçu les éloges d'artistes professionnels qui ont examiné mon portfolio. Mais à notre table de dîner, ces accomplissements étaient reconnus par de rapides hochements de tête avant que la conversation ne retourne au dernier triomphe académique d'Adam ou au succès professionnel de mes parents. Lorsque la saison des candidatures à l'université est arrivée pendant ma terminale, le conflit familial inévitable a éclaté. Je voulais aller dans une école d'art. Mes parents ont insisté sur une université traditionnelle de 4 ans, avec peut-être une mineure en art si je maintenais des notes parfaites. Les disputes se sont envenimées, mon père déclarant finalement qu'il ne gaspillerait pas d'argent pour un diplôme en peinture au doigt. J'ai rétorqué que je ne perdrais pas des années à étudier des matières qui ne serviraient jamais mon avenir. Ma mère a essayé de jouer les médiatrices mais a finalement pris le parti de mon père. Adam, rentré de sa première année à Harvard, m'a prise à part lors d'une dispute particulièrement amère. Je pensais qu'il pourrait m'offrir son soutien ou au moins sa compréhension. Au lieu de cela, il m'a conseillé d'obtenir simplement le diplôme pour faire plaisir à tout le monde. C'était la première fois que je réalisais qu'il ne voyait pas mon art comme un chemin légitime. C'était juste de l'entêtement pour lui, pas de la passion. J'ai pris ma décision après le diplôme. Pendant que mes camarades de classe se dirigeaient vers les dortoirs et les orientations de première année, j'ai pris un travail dans un café local, j'ai loué un minuscule studio avec 2 colocataires et je me suis inscrite à des cours du soir dans un centre d'art communautaire. Mes parents ont prédit que je reviendrais en rampant dans les 6 mois, suppliant pour les frais de scolarité.
Adam a parié que ce serait 3 mois. Les premières années ont été, admittedly, difficiles. J'ai travaillé plusieurs emplois de service, j'ai accepté tous les contrats de design que je pouvais trouver et j'ai construit mon portfolio pièce par pièce. J'ai conçu des logos pour des entreprises locales, créé des invitations de mariage et illustré des histoires pour enfants pour des auteurs auto-publiés. J'ai survécu avec des nouilles ramen et de la détermination. Lors des réunions de famille, qui sont devenues de plus en plus rares, j'ai enduré des questions sur le moment où j'aurais un vrai travail ou si je retournerais à l'école. Mes réponses sur la construction de mon entreprise indépendante étaient accueillies par des regards sceptiques et des changements de sujet. 10 ans se sont écoulés ainsi. Adam a obtenu son diplôme de la faculté de droit de Harvard avec les honneurs, a été assistant d'un juge fédéral et a atterri chez Peterson & Mitchell, l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux de Boston. Pendant ce temps, j'ai établi une réputation grandissante dans le design graphique, construisant lentement une base de clients qui m'a permis de quitter mes emplois de service et de me concentrer entièrement sur le travail créatif. J'ai obtenu mon propre appartement, créé un site web professionnel et même embauché un assistant pour gérer les tâches administratives. Mes créations ont remporté des prix dans des publications de l'industrie et j'ai commencé à recevoir des demandes de plus grandes entreprises. Pas que ma famille l'ait remarqué. Lors des réunions de vacances, mes parents présentaient toujours Adam comme leur fils, l'avocat, tandis que je restais leur fille avec le hobby. Quand je partageais des nouvelles sur l'obtention d'un client majeur ou la réception d'une reconnaissance de l'industrie, la réponse était invariablement un désintérêt poli suivi d'un pivot vers la dernière victoire d'Adam au tribunal. Lorsque l'invitation à la fête de promotion d'Adam est arrivée, j'ai ressenti le mélange familier d'obligation familiale et d'appréhension personnelle. Après 5 ans chez Peterson & Mitchell, il était nommé associé, le plus jeune de l'histoire du cabinet. Ma mère a appelé pour s'assurer que j'y assisterais, ajoutant que je devrais porter quelque chose d'approprié, pas mes tenues artistiques habituelles. La pique subtile m'a blessé, mais j'ai accepté de venir. Malgré tout, je m'accrochais à l'espoir qu'un jour, mon succès serait enregistré par eux, qu'ils finiraient par voir mon chemin comme valide et précieux à part entière. Je n'aurais jamais imaginé que la fête deviendrait le point de rupture, la nuit qui allait rompre mes liens familiaux et me forcer à redéfinir complètement mon sens de l'estime de soi. L'invitation spécifiait une tenue de soirée, alors j'ai investi dans une robe que je ne pouvais pas vraiment me permettre. J'ai choisi une élégante robe bleu nuit avec un subtil scintillement qui captait la lumière quand je bougeais. Elle était élégante sans être tape à accent grave-l'œil, le genre de robe qui disait que j'appartenais à des milieux professionnels huppés. J'ai dépensé $300, que j'aurais dû économiser pour un nouveau logiciel de design, et une centaine de plus pour des chaussures qui n'embarrasseraient pas ma mère soucieuse de la mode. J'ai pris rendez-vous dans un salon pour une coiffure professionnelle, quelque chose que je n'aurais normalement jamais considéré comme nécessaire. La semaine précédant la fête, je me suis enfermé dans mon studio et j'ai créé une pièce sur mesure pour Adam. Malgré notre relation compliquée, je voulais lui offrir quelque chose de significatif. J'ai conçu une silhouette stylisée de Boston avec des références subtiles à des monuments de notre enfance intégrés dans les bâtiments. Dans le coin, presque caché, j'ai inclus 2 petites silhouettes qui nous ressemblaient enfants. La pièce a nécessité 16 heures de travail, et je l'ai fait encadrer professionnellement avec un passe-partout sur mesure et un verre de qualité musée. C'était le genre de cadeau qui démontrait à la fois mes compétences professionnelles et mon lien personnel. J'espérais que cela lui ferait voir la valeur de mon chemin choisi. Le matin de la fête, j'ai répété des réponses aux questions inévitables sur ma carrière. J'ai préparé des descriptions concises de mes projets récents, mémorisé des noms de clients impressionnants et pratiqué l'explication de la croissance de mon entreprise en des termes que des gens d'affaires apprécieraient. Je me suis rappelé que mon revenu annuel correspondait maintenant à ce que gagnaient de nombreux diplômés universitaires, que je possédais mon travail plutôt que de louer mon temps, que j'avais construit quelque chose à partir de rien grâce à mon talent et à ma persévérance. Debout devant mon miroir, j'ai pratiqué à sourire à travers des commentaires inconfortables. Je vais bien, merci. Les affaires ont été excellentes ce trimestre. Je viens de signer un contrat avec une chaîne de vente au détail nationale. Oui, je suis complètement indépendante. Non, je ne regrette pas de ne pas être allé à l'université. Le marché des freelances pour les designers est en fait assez robuste. J'ai pris un Uber pour me rendre sur le lieu de l'événement, un hôtel historique du centre-ville de Boston connu pour accueillir des collectes de fonds politiques et des mariages de la haute société. Le chauffeur m'a demandé si j'assistais à un événement spécial, et j'ai ressenti une bouffée de fierté en expliquant que mon frère devenait associé dans son cabinet d'avocat. Pendant ce bref trajet,
je me suis prélassé dans une gloire et une connexion familiale par procuration, inconsciente de la façon dont la nuit allait réellement se dérouler. Le hall de l'hôtel brillait de sol en marbre et de lustre en cristal. En suivant les panneaux indiquant l'événement Peterson & Mitchell, je me suis approché de la salle de bal avec une anxiété croissante. Devant les portes se tenaient mes parents, déjà en train de discuter avec des personnes que je supposais être des collègues d'Adam. Ma mère portait une robe de créateur que j'avais reconnue dans les vitrines de magasins de luxe, tandis que le smoking de mon père semblait taillé sur mesure. Ils formaient un couple remarquable, toujours beau et distingué au début de la soixantaine. J'ai salué en agitant la main en m'approchant. Mon père a hoché la tête en guise de reconnaissance mais a continué sa conversation sans pause. Ma mère s'est tournée, m'a évalué rapidement avant de me faire une bise sur la joue qui n'a jamais tout à fait atterri. « Tu es en retard », a-t-elle chuchoté en lissant mes cheveux déjà lisses. Nous t'avions dit 18h30 pour les photos. L'invitation disait 19h, ai-je répondu en lui montrant la carte que j'avais apportée dans ma pochette. On a demandé à la famille d'arriver plus tôt, a-t-elle dit avec un léger froncement de sourcils. Adam nous l'a spécifiquement mentionné. Il ne t'a pas appelé? Il ne l'a pas fait, ai-je dit, bien que je sache que ce n'était pas un oubli. Adam avait depuis longtemps cessé de m'inclure dans la coordination familiale. Eh bien, tu es là maintenant, a dit ma mère, se retournant déjà vers le groupe avec qui elle parlait. Trouve ta carte de table à l'intérieur. Je crois que tu es à la table 11. Mon père a terminé sa conversation assez longtemps pour me faire un bref câlin d'un bras. Content de te voir, Jennifer, a-t-il dit en utilisant mon nom complet comme il le faisait toujours. C'est Jenna, papa, ai-je corrigé automatiquement, bien qu'il fasse la même erreur depuis 28 ans. C'est vrai, c'est vrai. Il a hoché la tête d'un air distrait avant de repérer quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Tu devras m'excuser. C'est le juge Williams. Je devrais aller lui dire bonjour. Je suis resté seul un instant avant de me diriger vers la salle de bal. Des tables rondes drapées de nappes blanches entouraient une petite piste de danse. Chaque centre de table présentait des roses blanches et des répliques miniatures de livres de droit. Un quatuor à cordes jouait doucement dans un coin. Des serveurs en smoking circulaient avec du champagne et des hors-d'œuvre. J'ai immédiatement repéré Adam. Grand et aux épaules larges comme notre père. Il se tenait au centre d'un cercle admiratif. Son smoking lui allait parfaitement, ses cheveux étaient expertement coiffés, ses gestes confiants alors qu'il racontait une histoire qui faisait rire son auditoire avec appréciation. Le succès lui semblait naturel, comme s'il était né pour ce moment. J'ai hésité, serrant mon sac à dos, ne sachant pas si je devais m'approcher. Adam a résolu mon dilemme en levant les yeux et en me remarquant. Il a dit quelque chose à son groupe avant de s'éloigner et de se diriger vers moi. « Jenna, tu es venue » a-t-il dit en m'embrassant sur la joue. Son eau de Cologne était chère, son sourire travaillé. « Félicitations pour la promotion » ai-je dit sincèrement. C'est une sacrée célébration. Tradition du cabinet, a-t-il répondu d'un geste désinvolte. Chaque nouvel associé a droit au traitement complet. La plupart des invités sont des collègues et des clients, mais j'ai insisté pour que la famille soit là aussi. Bien que je vois que tu as manqué les photos. On ne m'a pas prévenu, ai-je dit, mais j'ai réussi à garder un ton léger. Je t'ai apporté quelque chose. J'ai tendu le sac à dos. Adam l'a pris avec un merci distrait, le posant immédiatement sur une table voisine sans regarder à l'intérieur. Je regarderai plus tard. Viens rencontrer des gens. Il m'a conduite à un groupe de professionnels impeccablement vêtus qui me regardaient avec une curiosité polie. Voici ma sœur, a annoncé Adam sans donner mon nom ni ma profession. Une femme a tendu la main. Je suis Stéphanie Morris, chef du contentieux des sociétés. Dans quel cabinet travaillez-vous? Avant que je puisse répondre, Adam a ri. Oh, Jenna n'est pas avocate. Elle est artiste. Elle fait des dessins. Je suis en fait graphiste, ai-je précisé. Je dirige mon propre studio spécialisé dans le branding et l'illustration commerciale. Comme c'est intéressant, a dit Stéphanie, sur le ton que les gens utilisent quand ils trouvent quelque chose tout sauf intéressant. Et où avez-vous étudié? Je suis autodidacte, ai-je répondu en gardant une voix stable. Je construis mon entreprise depuis 10 ans maintenant. Adam est intervenu. Jenna a décidé que l'université n'était pas son truc. Il a fait des guillemets avec ses doigts autour du mot « décider », suscitant des sourires entendus de ses collègues. « Excusez-moi » ai-je dit,
faisant semblant de repérer quelqu'un de l'autre côté de la pièce. Je dois aller dire bonjour à quelqu'un. Je me suis retiré au bar où j'ai commandé un verre de vin blanc et j'ai pris une profonde inspiration. La soirée venait à peine de commencer, et déjà je me sentais diminué. Je me suis rappelé que je n'avais rien à prouver à ces gens. Mon travail parlait de lui-même. Mes clients appréciaient mon talent. Mon compte en banque validait mes choix. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait, les petites coupures continuaient de s'accumuler. Pendant le dîner, j'étais assise à une table loin de la fête principale avec des parents éloignés et quelques membres du personnel administratif. Lorsque la conversation s'est tournée vers les carrières, l'intérêt pour mon travail s'est évaporé dès que j'ai mentionné mon manque d'éducation formelle. Pendant la pause avant le dessert, ma mère m'a présenté à ses collègues universitaires comme sa fille qui a toujours été créative. Son ton suggérait que la créativité était une qualité charmante mais inutile. J'ai entendu mon père raconter à ses amis médecins les réalisations académiques d'Adam, détaillant chaque honneur, de la présence parfaite à la maternelle à la revue de droit de la faculté de droit. Quand quelqu'un a poliment posé des questions sur moi, il a répondu que j'étais en train de trouver ma voie, que j'étais encore en train de me chercher. J'avais 28 ans avec une entreprise établie. Pourtant, à ses yeux, je restais éternellement inachevé, en permanence en cours. Alors que le dessert était servi, l'associé directeur du cabinet est monté sur la petite scène et a tapoté un microphone. « Mesdames et messieurs, a-t-il annoncé, il est temps de célébrer notre nouvel associé, Adam Harrison. » Les applaudissements ont rempli la salle alors qu'Adam se dirigeait vers la scène. Il avait l'air parfaitement à l'aise. Né pour être sous les feux de la rampe. J'ai applaudi avec tout le monde, espérant toujours que quelque part dans son discours, il pourrait reconnaître que le succès se présente sous différentes formes. J'ai regardé avec une anticipation croissante alors que le moment approchait où mon frère reconnaîtrait publiquement notre famille. Je n'aurais pas pu imaginer à quel point j'allais me tromper. La salle de bal de l'hôtel Fairmont représentait tout ce que ma famille valorisait, le luxe, la tradition et l'exclusivité. Des lustres en cristal projetaient de la lumière sur des nappes blanches pressées et de l'argenterie polie. Le cabinet n'avait épargné aucune dépense pour la célébration de son plus jeune associé. Des arrangements floraux frais ornaient chaque surface, leur parfum se mêlant à l'eau de Cologne chère et à l'arôme de la nourriture gastronomique. Tout dans l'environnement renforçait l'idée que c'était un endroit pour les gens qui avaient suivi les règles et gravi les échelons appropriés. J'ai siroté mon vin et j'ai observé les dynamiques sociales qui se déroulaient autour de moi. La hiérarchie était claire, des associés principaux qui attiraient l'attention aux tables centrales aux jeunes associés qui riaient un peu trop fort aux blagues de leurs supérieurs. Les membres de la famille des autres avocats se reconnaissaient avec la familiarité aisée des gens qui avaient assisté à de nombreuses fonctions de ce type au fil des ans. Je n'en reconnaissais aucun. Un homme plus âgé s'est approché de mon coin isolé. Il s'est présenté comme Harold Peterson, l'associé fondateur maintenant semi-retraité. Monsieur Peterson avait des yeux bienveillants qui se plissaient au coin. « Vous devez être la sœur d'Adam », a-t-il dit en tendant la main. « Vous lui ressemblez autour des yeux. »« C'est bien moi », ai-je confirmé, Jenna Harrison. « Adam parlant bien de vos talents créatifs », a-t-il dit, me surprenant complètement. « Ma petite fille s'intéresse à l'art. Avez-vous des conseils pour les jeunes qui poursuivent des carrières créatives ?» Pendant un instant, je me suis senti visible. J'ai partagé avec enthousiasme des idées sur la construction de portfolios, la recherche de mentors et le développement de compétences commerciales parallèlement aux compétences artistiques. Monsieur Peterson a écouté attentivement, posant des questions réfléchies. Notre conversation a été interrompue lorsque ma mère est apparue, glissant son bras dans celui de Monsieur Peterson. « Harold, je vois que vous avez rencontré Jenna », a-t-elle dit. « J'espère qu'elle ne vous a pas ennuyé avec ses petits projets. »« Pas du tout », a-t-il répondu. Nous avions une discussion fascinante sur l'entrepreneuriat créatif. Ma mère a ri comme s'il avait dit quelque chose d'amusant plutôt que de factuel. « Eh bien, il y a quelqu'un que vous devez absolument rencontrer, » a-t-elle dit, le guidant déjà au loin. « Le président de l'université est là, et il posait des questions sur votre fonds de bourse. » M. Peterson s'est laissé conduire, mais s'est retourné pour me faire un sourire sympathique. « Enchanté de vous avoir rencontré, Jenna. Continuez votre bon travail. » Cette brève interaction positive n'a fait que souligner à quel point le reste de la soirée avait été inconfortable. J'ai tenté de me joindre à une conversation entre mon père et plusieurs médecins, seulement pour qu'il pose sa main sur mon épaule et me guide au loin en chuchotant « C'est une discussion sur la politique hospitalière,
Jennifer. Tu ne comprendrais pas le contexte. Quand j'ai essayé de discuter avec un groupe de jeunes avocats, ils sont devenus étrangement formels une fois qu'ils ont réalisé que je n'étais pas dans la profession juridique, leurs yeux balayant la pièce à la recherche d'opportunités de réseautage plus avantageuses. Même le personnel de restauration semblait sentir mon statut d'outsider, me dépassant à plusieurs reprises avant que je puisse prendre un amuse-gueule de leur plateau. Vers 21h, la présentation des cadeaux a commencé. Les associés et les collègues ont offert à Adam des témoignages coûteux de leur estime, des boutons de manchette monogrammés, du whisky rare, des livres de droit anciens. Chaque cadeau a été accueilli avec une appréciation appropriée et des remarques spirituelles de mon frère, qui avait clairement pratiqué sa routine de récipiendaire gracieux. Lorsque les cadeaux officiels se sont terminés, ma mère m'a donné un coup de coude. « Tu as dit que tu avais apporté quelque chose. » J'ai hoché la tête et j'ai récupéré mon paquet soigneusement emballé de la table des cadeaux où il était resté intact. En m'approchant d'Adam, il était en pleine conversation avec l'associé directeur. Je suis resté là, maladroitement, attendant d'être reconnu. « Excuse-moi », ai-je finalement dit après près d'une minute d'ignorance. Adam s'est tourné avec une impatience à peine dissimulée. « Oui. Je voulais te donner ça », ai-je dit en offrant le paquet. « Je l'ai fait pour ta promotion. » Il l'a pris avec un merci distrait et a déchiré négligemment l'emballage. Rien à voir avec l'appréciation attentive qu'il avait montrée pour les autres cadeaux. Le cadre sur mesure a capté la lumière alors qu'il tenait l'œuvre d'art avec une expression perplexe. C'est la ligne d'horizon de Boston, ai-je expliqué, avec des endroits de notre enfance cachés dans les détails. Tu vois, il y a le parc où nous jouions et le glacier au coin de la rue. Et ces deux petites silhouettes-là, c'est... C'est gentil, a-t-il interrompu, manifestement désintéressé par les touches personnelles qui m'avaient pris des heures à intégrer. Il a posé l'œuvre d'art contre le mur sans même terminer son examen. Pas vraiment mon style, mais merci de la pensée. Ma mère est apparue à côté de lui et a jeté un coup d'œil à l'œuvre. Oh, un autre de tes dessins, a-t-elle dit comme si je lui avais présenté un gribouillage au crayon plutôt qu'une œuvre professionnelle valant des centaines de dollars. C'est gentil, ma chérie. Elle l'a ramassé et l'a examiné de près. C'est censé être Boston? Les proportions semblent fausses. C'est stylisé, maman, ai-je expliqué, essayant d'empêcher la déception de percer dans ma voix. Ce n'est pas censé être photoréaliste. Eh bien, c'est l'intention qui compte, a-t-elle dit, le reposant et redressant la cravate déjà parfaite d'Adam. Les photos de tout à l'heure sont magnifiques. Le photographe a dit qu'il n'avait jamais vu une famille aussi photogénique. L'implication que les photos de famille étaient complètes sans moi n'a échappé à personne. Alors que le dîner se terminait et que le programme officiel approchait, je me suis retrouvé de plus en plus isolé. J'ai vérifié ma montre à plusieurs reprises, calculant à quel moment je pourrais partir sans faire de commentaires. La réponse, malheureusement, n'était pas avant la fin du discours d'Adam et au moins la première danse. Je me suis dirigé vers les toilettes pour un moment de paix. À l'intérieur, j'ai trouvé deux jeunes femmes que j'ai reconnues comme étant des assistantes juridiques de la table d'Adam. Elles se remaquillaient et ne m'ont pas remarqué entrer dans une cabine. « Tu peux croire sa sœur ?» a dit la première. Elle a l'air tellement déplacée. « Je sais », a convenu la seconde. Adam m'a dit qu'elle est une sorte d'artiste affamée qui a refusé d'aller à l'université. Ses parents la soutiennent encore financièrement. Je me suis figé, le sang me montant au visage. L'accusation était complètement fausse. Je n'avais pas pris d'argent de mes parents depuis l'âge de 20 ans, pas même quand j'avais eu une pneumonie et que je n'avais pas pu travailler pendant 6 semaines. J'avais mangé des ramen et épuisé mes économies plutôt que de demander de l'aide. Une telle déception comparée à lui, a poursuivi la première femme. Il a dit qu'il continue de l'inviter à des événements familiaux par obligation, mais qu'elle ne correspond pas vraiment à leur cercle social. J'ai dû faire un bruit car les deux femmes se sont soudainement tues. J'ai attendu qu'elles partent avant de sortir, les mains tremblantes alors que je les lavais au lavabo. Mon reflet montrait des joues rouges et des yeux trop brillants. J'ai pris plusieurs profondes inspirations, déterminé à ne pas les laisser me voir affecté. En retournant dans la salle de bal, j'ai trouvé les lumières tamisées et l'attention concentrée sur la petite scène où l'associé directeur présentait Adam. Mon père a croisé mon regard depuis la table d'honneur et a froncé les sourcils, faisant un geste vers sa montre. Je me suis glissé dans un siège vide à l'arrière, ne voulant pas faire de scène en marchant jusqu'à la table familiale. Maintenant, alors qu'Adam prenait le micro et commençait son discours,
j'ai essayé de me concentrer sur une respiration régulière et de maintenir mon calme. Je croyais encore, malgré tout, que lorsqu'il reconnaîtrait le soutien de sa famille, il m'inclurait avec une petite mention gentille. Peut-être une blague sur sa sœur artiste qui a pris un chemin différent mais qui le soutenait toujours. Peut-être même un merci pour ma présence malgré nos différences. Je n'aurais pas pu être plus loin de la vérité, et le moment qu'il a prouvé approchait à grands pas. Adam se tenait sur la petite scène, captivant l'attention de chaque personne dans la salle. Le projecteur mettait en valeur sa posture parfaite, son sourire confiant, son smoking sur mesure. Il a commencé par remercier les associés du cabinet pour leur mentorat, adressant des compliments soigneusement formulés à chaque avocat senior par son nom. La foule a hoché la tête avec appréciation alors qu'il reconnaissait leur sagesse et leurs conseils. Il a parlé de son engagement envers les valeurs du cabinet et de sa vision pour contribuer à son prestigieux héritage. J'ai commencé à me détendre légèrement. Peut-être que le discours resterait purement professionnel, m'épargnant toute référence familiale. Ce serait mieux qu'une mention négative. Je pourrais me faufiler pendant les applaudissements et envoyer mes félicitations par texto plus tard, depuis la sécurité de mon appartement. Mais ensuite, Adam a changé de vitesse. Maintenant, pour les remerciements personnels, a-t-il dit, sa voix s'échauffant. Je ne serai pas ici ce soir sans le soutien indéfectible de ma famille. Le projecteur s'est élargi pour inclure mes parents à leur table d'honneur. Il rayonnait de fierté, ma mère tamponnant ses yeux avec un mouchoir monogrammé. Mon père, le docteur Thomas Harrison, a poursuivi Adam, m'a appris la valeur de la précision, de l'excellence et du dévouement. Ma mère, la professeure Diana Harrison, m'a inculqué l'amour de la langue et de la communication persuasive. Ensemble, ils m'ont montré qu'avec de la discipline et de la concentration, tout objectif est réalisable. Mes parents se sont levés pour recevoir une salve d'applaudissements. Mon père a posé sa main sur son cœur en signe d'appréciation, ma mère a envoyé un baiser discret à Adam. J'ai applaudi avec tout le monde, ressentant le pincement familier de l'exclusion, mais rien que je n'avais pas déjà ressenti. Peut-être qu'il s'arrêterait là. Peut-être que les remerciements familiaux étaient terminés. Adam a levé sa coupe de champagne. J'aimerais que tout le monde lève un verre aux personnes qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui. La salle s'est conformée, les verres se levant à l'unisson. À mes mentors, mes parents et mes amis, a dit Adam. Et bien sûr, ses yeux ont balayé la salle jusqu'à ce qu'il me trouve dans mon coin arrière. Un sourire s'est étendu sur son visage, un sourire qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas son sourire sincère, mais celui que j'avais vu quand il était sur le point de gagner une dispute aux dépens de quelqu'un d'autre. Et bien sûr, a poursuivi Adam en me désignant avec son verre, à ma sœur, Jenna, qui nous a rejoints ce soir. Le projecteur a balayé sauvagement jusqu'à ce qu'il me localise, sa luminosité m'aveuglant temporairement après la pénombre de mon coin. J'ai senti tous les yeux de la salle se tourner pour m'examiner. J'ai réussi un petit sourire et un léger hochement de tête, espérant que ce moment passerait rapidement. Adam a gloussé dans le microphone. Pour ceux qui ne la connaissent pas, voici ma sœur. Pas de diplôme, pas d'avenir, elle vit juste au crochet de la famille. Elle est notre exemple édifiant de ce qui arrive quand on ne s'applique pas. La salle a éclaté de rire. Mes parents, plutôt que de me défendre, se sont joints à eux. Mon père a secoué la tête d'un air de faux désaccord tandis que ma mère couvrait son sourire de sa main, tous deux clairement à l'aise avec moi comme la blague de la famille. Le projecteur est resté fixé sur moi, exposant chaque micro-expression qui traversait mon visage. J'ai senti la chaleur inonder mes joues, et un bruit sourd a rempli mes oreilles. Le temps semblait ralentir, chaque seconde s'étirant douloureusement alors que les rires continuaient. À ce moment-là, quelque chose s'est cristallisé en moi. Ce n'était pas une humiliation ponctuelle. C'était simplement la version publique de la façon dont ma famille m'avait toujours vu. Chaque accomplissement diminué, chaque compliment à double tranchant, chaque comparaison à Adam est soudainement apparue avec une clarté parfaite comme les parties d'un schéma cohérent. J'avais été la déception de la famille dès l'instant où j'avais choisi mon propre chemin, et rien de ce que j'accomplirais ne changerait jamais cette perception. J'avais deux choix. Je pouvais fuir la pièce en larmes, confirmant leur croyance en mon instabilité et mon immaturité, ou je pouvais répondre avec la dignité qu'ils ne pensaient manifestement pas que je possédais. Avec un calme délibéré, je me suis levé. Les rires ont commencé à s'apaiser alors que les gens remarquaient mon mouvement. J'ai marché lentement vers l'avant de la pièce, sentant le poids de chaque regard. Le projecteur m'a suivi, mettant en lumière mon parcours de l'ombre à la scène centrale.
quand j'ai atteint la table principale, j'ai pris une flûte de champagne intacte. J'ai regardé directement Adam, toujours debout au micro. Son expression était passée d'un amusement suffisant à une légère confusion. Il ne s'attendait pas à une réaction au-delà de l'acceptation embarrassée ou d'un départ précipité. J'ai levé mon verre vers lui, imitant son geste précédent. Ma main était parfaitement stable. J'ai souri, non pas un sourire blessé ou en colère, mais le sourire calme de quelqu'un qui prend une décision qui change la vie avec une certitude absolue. Santé, ai-je dit, ma voix portant clairement dans la salle maintenant silencieuse. C'est la dernière fois que l'un d'entre vous me verra. J'ai pris une gorgée de champagne, j'ai posé le verre doucement et je me suis retourné pour partir. Le clic de mes talons contre le parquet a résonné dans le silence complet qui était tombé sur la salle de bal. Personne n'a appelé après moi. Personne n'a essayé de m'arrêter. Peut-être pensait-il que c'était un geste dramatique plutôt qu'un véritable adieu. En récupérant mon châle au vestiaire, j'ai entendu le bourdonnement de la conversation reprendre derrière moi, la voix amplifiée d'Adam faisant une blague pour dissiper le malaise. Au moment où je suis sorti dans l'air frais de la nuit, les applaudissements avaient de nouveau éclaté, la célébration se poursuivant sans interruption. Dans le taxi du retour, je n'ai pas pleuré. Je me sentais étrangement calme, comme quelqu'un qui regarde le film de la vie de quelqu'un d'autre. Les lumières de la ville défilaient à travers la vitre alors que je faisais des listes mentales de ce qu'il fallait faire. Ce n'était pas une réaction impulsive, mais la reconnaissance finale d'une vérité que j'évitais depuis des années. Ma famille ne me verrait jamais tel que j'étais vraiment, et continuer à chercher leur approbation ne ferait que me détruire petit à petit. Le chauffeur m'a demandé si j'allais bien, et j'ai réalisé que j'étais assise en silence devant mon immeuble depuis plusieurs minutes après notre arrivée. Oui, ai-je répondu, me surprenant de ma certitude. Pour la première fois depuis des années, je crois que je le suis vraiment. Dès que je suis entré dans mon appartement, j'ai mis mon téléphone en mode avion. Je savais que les textos et les appels commenceraient une fois l'événement terminé, et que mon absence serait perçue comme plus qu'une sortie dramatique. J'avais besoin de temps pour réfléchir clairement sans leur voix dans ma tête. Mon chat Jasper m'a accueilli avec son indifférence habituelle, qui s'est progressivement transformée en curiosité alors que je commençais à sortir des bagages de mon placard au lieu de me mettre en pyjama. J'ai agi avec détermination, n'emportant que ce dont j'avais absolument besoin, des vêtements pour une semaine, mon ordinateur portable, des articles de toilette essentiels, mes disques durs externes contenant tous mes fichiers de travail et une petite boîte d'objets personnels irremplaçables. Tout le reste pouvait être remplacé ou récupéré plus tard. Jasper observait depuis le lit, la queue frétillant, alors que je me déplaçais dans l'appartement avec une énergie inhabituelle pour minuit. Quand ma valise et mon sac d'ordinateur portable ont été prêts, j'ai pris Jasper et je l'ai serré contre moi, respirant son odeur familière. Je l'avais sauvé d'un refuge 3 ans plus tôt, un chat tigré dégingandé et borgne que personne ne voulait. Nous nous comprenions. Je dois passer quelques appels, mon pote, ai-je chuchoté en le grattant derrière les oreilles, le genre d'appel qu'on passe quand personne n'écoute. J'ai réservé une chambre d'hôtel acceptant les animaux de compagnie en ville pour 2 semaines, payant le supplément sans hésiter. J'ai envoyé un email à mes 2 clients actuels, expliquant que j'avais une urgence familiale et que je travaillerais à distance pendant un certain temps, mais en leur assurant que tous les délais seraient respectés. J'ai mis en place une réexpédition de courrier vers une boîte postale que j'ouvrirai le lendemain. À 2 heures du matin, j'ai finalement rallumé mon téléphone. Comme prévu, il y avait plusieurs appels manqués et textos. La plupart venaient de ma mère, allant de la confusion, où es-tu passé, à l'irritation, tu es très dramatique, à l'inquiétude, tu conduis. S'il te plaît, réponds. Mon père avait appelé une fois mais n'avait pas laissé de message. Adam n'avait pas du tout cherché à me joindre. J'ai simplement envoyé un texto à ma mère, je suis en sécurité. J'ai besoin d'espace. S'il te plaît, respecte ça. Puis j'ai de nouveau éteint mon téléphone, j'ai mis mon réveil à 7 heures et j'ai essayé de dormir. Quand le sommeil ne voulait pas venir, j'ai fixé le plafond et j'ai mentalement redessiné ma vie à partir de zéro. À 7 heures, j'ai mis Jasper dans sa cage de transport, j'ai chargé mes bagages dans un Uber et j'ai quitté mon appartement, laissant la clé à ma voisine Lisa, lui demandant d'arroser mes plantes jusqu'à ce que je trouve une solution. Elle n'a pas posé de questions, m'a juste serré dans ses bras et m'a dit d'appeler si j'avais besoin de quoi que ce soit. Certaines personnes comprennent les limites instinctivement. La chambre d'hôtel était petite mais propre, avec une kitchenette et une bonne connexion Wi-Fi. J'ai installé mon ordinateur portable sur le bureau,
j'ai créé un coin litière improvisé dans la salle de bain et j'ai déballé juste assez pour fonctionner. Ensuite, j'ai fait une liste de tâches pratiques, trouver un nouvel appartement, de préférence dans un quartier différent ou même une autre ville, informer mon propriétaire que je ne renouvellerai pas mon bail, mettre à jour mes coordonnées professionnelles, établir de nouvelles relations bancaires distinctes des institutions utilisées par ma famille. À 9 heures, mon téléphone avait 67 notifications. Je les ai toutes ignorées et j'ai appelé un agent immobilier à la place, expliquant que j'avais besoin d'une location à court terme avec option d'achat, budget flexible, disponible immédiatement. L'urgence dans ma voix a dû se communiquer car elle a promis d'envoyer des annonces le jour même. J'ai travaillé toute la matinée, me concentrant sur un projet de branding dû la semaine suivante. Le rythme familier du design m'a calmé, le flux créatif repoussant les pensées de la nuit précédente. Vers midi, j'ai enfin vérifié mes messages. Ma mère était passée de l'inquiétude à la colère. Ton comportement était complètement inapproprié. Adam a été embarrassé devant ses collègues. Nous attendons des excuses. Mon père était plus direct, cette recherche d'attention enfantine doit cesser. Appelle ta mère. Il y avait aussi 3 messages de numéros que je ne reconnaissais pas. Le premier était d'Harold Peterson. Les commentaires de votre frère étaient déplacés. Si vous êtes intéressé par un travail de design pour le rebranding de notre cabinet, veuillez m'appeler. Le second était de la collègue d'Adam, Stéphanie. C'était la sortie la plus digne que j'ai jamais vue. Adam avait tort à votre sujet. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'un bon avocat. Le troisième était de ma cousine Taylor, ma seule parente à avoir choisi un chemin non traditionnel. Quoi que tu fasses, je te soutiens. Je suis passé par là. Appelle-moi si tu as besoin d'une voix amie. Ces alliés inattendus ont fait couler les premières larmes depuis l'incident. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais complètement intériorisé le récit de ma famille sur mon isolement et mon échec. Il y avait des gens qui me voyaient différemment, qui reconnaissaient en moi quelque chose qui valait la peine d'être soutenu. J'ai enregistré leur numéro, mais je n'étais pas encore prête à répondre. J'ai passé cette première semaine dans un flou productif. Pendant la journée, je travaillais sur des projets clients avec une nouvelle intensité. Les soirées étaient consacrées à la recherche d'endroits où je pourrais recommencer ma vie. J'ai envisagé New York, Chicago, Seattle, n'importe où avec une économie créative forte et aucun lien familial. J'ai interviewé 3 assistants potentiels qui pourraient travailler à distance, engageant finalement Zach, un diplômé récent d'une école de design avec d'excellentes compétences organisationnelles et aucun lien avec le monde social interconnecté de Boston. Les textos de ma mère sont devenus de plus en plus frénétiques au fil des jours sans réponse. Au 5e jour, elle menaçait de déposer un avis de recherche, bien que je lui ai clairement dit que j'étais en sécurité et que j'avais besoin d'espace. J'ai finalement répondu par un email formel, mettant mon père en copie, je ne suis pas porté disparu. Je prends la distance nécessaire d'une dynamique familiale qui est devenue néfaste pour mon bien-être. Je suis en sécurité, j'ai un emploi et un logement. Veuillez ne pas contacter les autorités avec de fausses inquiétudes, car cela gaspillerait leurs ressources et nuirait davantage à notre relation. Je vous contacterai lorsque je serai prête à communiquer. La réponse est arrivée en quelques minutes, un long email de mon père détaillant toutes les façons dont il m'avait soutenu, les sacrifices qu'ils avaient faits et l'ingratitude que je montrais. Il faisait référence à la thérapie familiale comme s'il s'agissait d'une menace plutôt que d'une suggestion potentiellement utile. Le message ne contenait pas un seul mot d'excuse pour le comportement d'Adam ni de reconnaissance de la raison pour laquelle j'aurais pu être blessé. J'ai transféré l'email à un nouveau thérapeute avec qui j'avais pris rendez-vous, ajoutant du contexte pour notre première séance le lendemain. 10 jours après la fête, j'ai trouvé mon nouveau domicile, un appartement loft dans le quartier des Arts de Philadelphie. L'agent immobilier a envoyé une visite virtuelle mettant en évidence la lumière du Nord, parfaite pour un studio, la communauté de professionnels créatifs de l'immeuble et le coût de la vie raisonnable par rapport à Boston. J'ai signé un bail de 6 mois avec option d'achat et j'ai réservé une entreprise de déménagement pour la semaine suivante. J'ai écrit une lettre cordiale et professionnelle à mon propriétaire, j'ai joint un chèque pour les frais de résiliation de bail et j'ai organisé un service de nettoyage. J'ai mis à jour mon adresse professionnelle sur tous les documents officiels et sur mon site web. J'ai ouvert de nouveaux comptes dans une banque nationale sans présence à Boston. J'ai trouvé un vétérinaire à Philadelphie pour Jasper. Méthodiquement, j'ai démêlé ma vie de ses racines bostoniennes. Chaque étape pratique ressemblait à l'enlèvement d'un poids que je ne savais pas que je portais. La nuit avant de quitter Boston,
je suis retourné à mon appartement pour récupérer quelques objets restants. Je m'attendais à moitié à trouver mes parents qui m'attendaient, prêts pour une confrontation dramatique. Au lieu de cela, l'immeuble était calme, mon appartement propre et vide, semblant plus petit que dans mes souvenirs. J'ai laissé mes clés sur le comptoir avec une note pour le propriétaire le remerciant pour 5 bonnes années. En transportant la dernière boîte jusqu'à ma voiture, j'ai réalisé que je n'avais pas pleuré depuis ce premier jour à l'hôtel. La douleur s'était transformée en action déterminée. Chaque décision était un pas vers une vie autodéterminée. Le trajet vers Philadelphie le lendemain matin était symbolique, le lever du soleil dans mon dos alors que je me dirigeais vers le sud et l'ouest, vers une ville où personne ne me connaissait comme la sœur sous-performante d'Adam ou la fille décevante des Harrison. J'étais simplement graphiste, nouvelle locataire, propriétaire de chat, personne en devenir. Je n'avais aucune illusion sur le fait que la distance géographique seule guérirait les blessures infligées pendant des décennies. Mais alors que la ligne d'horizon de Boston disparaissait dans mon rétroviseur, je me suis permis d'imaginer une vie définie par mes propres valeurs plutôt que par les attentes de ma famille. Cette possibilité à elle seule rendait la route à venir plus lumineuse que celle qui était derrière moi. Philadelphie m'a accueilli sans fanfare ni résistance, juste avec l'acceptation neutre d'une ville habituée à la réinvention. Mon appartement loft occupait le 3e étage d'une usine textile reconvertie, tout en briques apparentes et fenêtres surdimensionnées. L'immeuble abritait une communauté de professionnels de la création, un photographe, plusieurs écrivains, un fabricant de meubles et une petite agence de publicité au rez-de-chaussée. Il hochait la tête pour dire bonjour dans les couloirs, mais posait peu de questions, respectant la compréhension tacite que chacun avait sa propre histoire, ses propres raisons d'être là. J'ai méthodiquement installé mon nouveau studio. La moitié sud du loft est devenue mon espace de travail, avec des tables à dessin, une installation informatique et un espace de réunion pour les rares clients en personne. La partie nord, je l'ai désignée comme espace de vie, bien que les frontières se soient souvent estompées. Jasper s'est approprié un siège de fenêtre ensoleillé, apparemment imperturbable par le changement de décor. Le premier mois, j'ai maintenu un silence radio avec ma famille malgré des tentatives de contact de plus en plus nombreuses. Ma mère est passée des textos inquiets aux messages vocaux émotionnels, puis à un email remarquablement à côté de la plaque suggérant que je faisais une dépression nerveuse parce que je ne pouvais pas supporter le succès d'Adam. Mon père a adopté une approche plus directe, utilisant ses relations hospitalières pour obtenir ma nouvelle adresse et envoyant une lettre recommandée me rappelant toutes les façons dont je les avais déçus au fil des ans, culminant avec mon départ ingrat. La lettre se terminait par la déclaration que lorsque je serais prête à m'excuser et à me comporter comme une adulte, il m'accueillerait de nouveau dans la famille. J'ai parcouru les 2 communications et les ai transférées au docteur Melissa Jenkins, la thérapeute que j'avais commencé à voir chaque semaine. Au cours de nos séances, elle m'a aidé à reconnaître des schémas que j'avais normalisés, les comparaisons constantes, le mépris de mes réalisations, la subtile sape de ma confiance. Nous avons travaillé à séparer mon estime de moi de leur approbation, un processus qui ressemblait à démêler toute une vie de fils tordu. Lorsque les tentatives de contact de ma famille sont restées sans réponse, ils ont recruté des membres de la famille élargie pour me contacter. Des tantes, des oncles et des cousins avec qui je n'avais pas parlé depuis des années m'ont soudainement envoyé des textos avec des « Comment vas-tu ?» désinvoltes qui menaient inévitablement à des questions du type « Ne penses-tu pas que tu es dur avec tes parents ?» J'ai répondu poliment mais fermement que je prenais la distance nécessaire pour mon bien-être et que j'apprécierais qu'ils respectent cette limite. Seule la cousine Taylor est restée une véritable alliée, appelant occasionnellement pour prendre de mes nouvelles sans pression ni jugement. Quand je lui ai finalement raconté toute l'histoire de la fête de promotion, sa réponse a été d'une franchise rafraîchissante, « Quel coup de salaud absolu. Tu mérites mieux. » Cette famille a un sérieux problème avec quiconque sort des sentiers battus. Au fil des semaines qui se sont transformées en mois, je me suis immergé dans la construction de mon entreprise dans cette nouvelle ville. J'ai rejoint la Guilde des artistes graphiques de Philadelphie, assistant à des réunions mensuelles et nouant progressivement des relations professionnelles. J'ai accepté une invitation à prendre la parole dans un collège communautaire sur l'entrepreneuriat dans les domaines créatifs, partageant mon parcours avec des étudiants qui me rappelaient ma jeunesse. 6 mois après le déménagement, j'ai reçu un email inattendu d'Harold Peterson, l'associé fondateur du cabinet d'avocats d'Adam. Il se souvenait de notre brève conversation à la fête de promotion et avait été impressionné à la fois par mon portfolio et par ma sortie digne cette nuit-là. Son cabinet subissait un rebranding complet et il voulait savoir si j'envisagerais de soumettre une proposition. L'ironie était impossible à manquer, ma première grande opportunité dans ma nouvelle vie venait de l'événement même qui avait mis fin à mon ancienne. J'ai accepté l'invitation,
préparant la présentation la plus professionnelle de ma carrière. Quand je suis retourné à Boston pour la réunion de présentation, je suis resté dans un hôtel, je n'ai dit à personne de ma famille que j'étais en ville et je me suis entièrement concentré sur les affaires. À ma grande surprise et à ma grande joie, le cabinet a choisi ma proposition plutôt que celle de plusieurs agences plus grandes, citant l'attention personnelle et la perspective nouvelle que j'offrais. Le projet a duré 3 mois et a conduit à des recommandations à 2 autres cabinets d'avocats de Boston. J'ai embauché Zach à plein temps pour gérer la charge de travail accrue et j'ai fait appel à une jeune designer nommée Mia, une récente diplômée d'une école d'art au talent exceptionnel mais sans relation. J'ai reconnu en elle la même soif de se prouver qui m'avait animé pendant des années. À peu près à la même époque, j'ai reçu ma première communication d'Adam depuis la nuit de sa promotion. Son email était bref et sans excuse. J'ai entendu dire que tu travailles avec Peterson & Mitchell maintenant, utilisant mes relations pour construire ton entreprise. De rien. Mettons ce drame familial derrière nous. L'anniversaire de papa et maman approche. Je l'ai lu 2 fois avant de rédiger une réponse. Adam, ma relation professionnelle avec Peterson & Mitchell est basée sur mes capacités professionnelles, que Harold Peterson a reconnues indépendamment. Je n'ai pas utilisé ton nom pour obtenir le contrat, et je ne le ferai pas. Concernant notre situation familiale, ce que tu perçois comme un drame, je le vis comme des limites nécessaires. Tes commentaires à ta fête de promotion n'étaient que le dernier exemple d'un schéma de mépris et de manque de respect qui a duré toute une vie. Tant qu'il n'y aura pas de reconnaissance et d'excuses sincères pour ce schéma, je n'ai rien de plus à discuter. Je te souhaite un succès continu dans ta carrière. Jenna. Je n'ai pas reçu de réponse, et je ne m'y attendais pas, mais la composition de l'email sans colère, sans besoin désespéré de son approbation, m'a semblé être une preuve concrète de mon indépendance émotionnelle croissante. Alors que ma première année à Philadelphie touchait à sa fin, mon entreprise avait dépassé mes attentes initiales. Le projet Peterson & Mitchell a conduit à un article dans un magazine de l'industrie du design mettant en évidence mon approche du rebranding des institutions traditionnelles. L'exposition a suscité des demandes d'entreprises de tout le Nord-Est, me permettant d'être sélectif quant au projet que j'acceptais. Avec la sécurité financière est venue la confiance d'explorer de nouvelles directions créatives. J'ai développé une série d'ateliers pour les artistes autodidactes naviguant dans le côté commercial des carrières créatives. M'inspirant de ma propre expérience, j'ai abordé les défis pratiques et les obstacles émotionnels qui n'étaient pas couverts dans l'éducation traditionnelle. Le premier atelier s'est vendu en quelques jours, confirmant que mon parcours non conventionnel avait de la valeur pour d'autres personnes confrontées à des parcours similaires. Grâce aux ateliers, j'ai rencontré Jordan, un développeur web spécialisé dans la création de plateformes pour artistes. Notre collaboration professionnelle a évolué en amitié, puis en une relation amoureuse basée sur le respect mutuel et des valeurs créatives partagées. Contrairement à mes partenaires précédents qui avaient soit plaint ma situation familiale, soit encouragé la réconciliation, quel qu'en soit le coût, Jordan a compris l'importance des limites et de l'estime de soi. Quand je lui ai raconté toute l'histoire de la fête de promotion, sa réponse a été exactement ce dont j'avais besoin, ça a dû faire terriblement mal. Et ta réponse a été incroyablement courageuse. Avec ce système de soutien croissant d'amis, de collègues et ma relation avec Jordan, j'ai commencé à reconnaître que la famille pouvait être choisie plutôt que simplement héritée. C'étaient des gens qui m'appréciaient pour exactement qui j'étais, pas pour qui ils souhaitaient que je devienne. Environ 18 mois après avoir quitté Boston, j'ai reçu une notification m'informant que j'avais été nominé pour le prix de l'entrepreneur émerge de l'American Design Association. L'ironie était riche. Mon prétendu « manque d'avenir » avait évolué vers une reconnaissance nationale de mon sens des affaires et de mon leadership créatif. La cérémonie de remise des prix devait avoir lieu à New York, et je devais prononcer un bref discours d'acceptation si je gagnais. Je n'ai pas parlé de la nomination à ma famille. Leur validation n'était plus nécessaire pour que je reconnaisse mes propres réalisations. Au lieu de cela, j'ai invité Jordan, Mia, Zach et ma cousine Taylor à y assister en tant qu'invités. Le soir de la cérémonie, vêtu d'une robe de créateur que je m'étais facilement offerte, j'étais assise à une table entourée de personnes qui célébraient sincèrement mon succès. Quand ils ont appelé mon nom en tant que gagnante, les applaudissements ont semblé authentiques plutôt qu'obligatoires. Debout sur le podium, regardant une salle remplie de pairs de l'industrie qui appréciaient mon travail pour ses propres mérites, j'ai ressenti un sentiment d'appartenance que je n'avais jamais connu lors des réunions de famille. Mon discours a reconnu le chemin non traditionnel qui m'y avait amené et a remercié ceux qui avaient soutenu ma vision plutôt que d'essayer de la remodeler.
Je n'ai pas mentionné ma famille directement, mais j'ai inclus une phrase qui, selon Taylor, l'a fait pleurer. Parfois, l'étape la plus importante pour trouver son vrai chemin est d'avoir le courage de s'éloigner de ceux qui ne peuvent pas en voir la valeur. Le lendemain matin, mon téléphone contenait des messages de félicitations de collègues et d'amis, mais aussi un texto inattendu de ma mère. J'ai vu ton prix en ligne. Ton père et moi sommes confus de ne pas avoir été invités ou mentionnés. Quand cette punition prendra-t-elle fin? Son message a cristallisé à quel point leur perspective avait peu changé, à quel point ils avaient complètement manqué le but de mon départ. Ce n'était pas une punition, c'était une protection. J'ai montré le texto à Jordan, qui a simplement dit « Il ramène encore ça à eux, hein ». Je n'ai pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, j'ai passé la journée à explorer New York avec ma famille choisie, célébrant non seulement le prix, mais la vie que j'avais construite à partir de zéro. Ce soir-là, en parcourant un magasin de fournitures d'art, j'ai réalisé que j'étais sincèrement heureuse. Non pas la performance du bonheur que j'avais maintenu pendant des années de réunions de famille, mais une joie authentique construite sur l'autodétermination et une connexion sincère. 2 ans après être sorti de la fête de promotion d'Adam, j'étais passé de la déception familiale à une chef d'entreprise primée avec une pratique créative florissante, des relations significatives et une estime de soi durement gagnée. Le voyage n'avait pas été facile ni linéaire, mais chaque étape m'avait éloigné du récit limitant que ma famille avait construit et rapproché de la vérité de qui je pouvais devenir une fois libéré de leurs attentes. Ce que je n'aurais pas pu anticiper, c'est que la phase suivante de ce voyage impliquerait d'affronter directement le passé plutôt que de simplement construire autour de son absence. L'occasion de le faire s'est présentée de manière inattendue, testant si mes nouvelles forces pouvaient résister à un contact direct avec les personnes qui avaient passé une vie à les saper. La conférence de l'industrie à Chicago a marqué le 3e anniversaire de mon départ de Boston. J'avais été invité à prendre la parole lors d'un panel sur l'entrepreneuriat dans les domaines créatifs, partageant la scène avec des designers que j'admirais autrefois de loin. Mon entreprise était devenue une équipe de 6 personnes avec des bureaux à Philadelphie et à New York. Les jours de remise en question de mon parcours étaient depuis longtemps révolus, remplacés par la confiance tranquille qui vient de la construction de quelque chose de durable. Pendant le déjeuner de réseautage qui a suivi notre panel, j'étais en pleine conversation avec un client potentiel quand j'ai senti une tape sur mon épaule. En me retournant, je me suis retrouvé face à face avec Adam pour la première fois depuis cette nuit à l'hôtel Fairmont. Il avait l'air essentiellement le même, costume parfaitement taillé, posture confiante, sourire travaillé. Pourtant, quelque chose dans ses yeux avait changé, un soupçon d'incertitude qui n'avait jamais été là auparavant. « Jenna » a-t-il dit, sa voix soigneusement neutre. Je pensais que c'était toi sur la liste des intervenants. Tu as l'air différente. J'ai hoché la tête, maintenant mon sang-froid professionnel. Adam, c'est inattendu. Assistes-tu à la conférence? Il a secoué la tête. Je représente un client qui sponsorise l'événement. J'ai vu ton nom dans le programme. Un silence gênant s'est installé entre nous, 3 ans de mots non dits créant une barrière presque tangible. Finalement, Adam s'est éclairci la gorge. « As-tu le temps pour un café » a-t-il demandé en désignant le hall de l'hôtel. J'ai envisagé de refuser, utilisant mon emploi du temps chargé comme excuse, mais la curiosité l'a emporté. Je me suis excusé auprès du client potentiel, promettant de le recontacter plus tard, et j'ai accompagné Adam au café du hall. Nous nous sommes assis à une petite table près de la fenêtre, tous deux raides et formels. Adam a commandé un expresso tandis que je choisissais une tisane. Quand le serveur est parti, il m'a étudié avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. « Tu t'en sors bien » a-t-il observé. « Je vois ton travail partout maintenant. » La campagne de Madison Avenue était particulièrement impressionnante. J'ai été surprise qu'il l'ait remarqué, et encore plus qu'il se souvienne de mon travail. « Merci » ai-je répondu. « Comment vont les choses chez Peterson & Mitchell » Occupé, a-t-il dit. Je suis en bonne voie pour devenir associé directeur l'année prochaine. Félicitations, ai-je dit, et je le pensais. Son ambition avait toujours été claire, et ses réalisations étaient authentiques, quoi que je pense de son comportement personnel. Un autre silence est tombé, plus lourd cette fois. Adam a tripoté sa tasse d'expresso, hésitant de manière inhabituelle. Écoute, a-t-il finalement dit, à propos de ce qui s'est passé à ma fête de promotion. J'ai attendu, curieuse de savoir s'il reconnaîtrait réellement le mal qu'il avait causé ou s'il le minimiserait simplement comme un drame familial. J'ai été déplacé,
a-t-il admis, me surprenant. La blague n'était pas drôle et elle n'était pas exacte. Je le savais même à l'époque. Ce n'était pas une blague, Adam, ai-je répondu d'un ton égal. C'était une humiliation publique, et ce n'était pas un cas isolé. C'était l'aboutissement de toute une vie à être diminuée et méprisée par ma propre famille. Il a légèrement tressailli, mais n'a pas nié. Je sais. J'ai eu le temps d'y réfléchir, surtout après Carol Peterson m'ait pris à part la semaine suivante et m'ait demandé quel genre d'homme se moquait publiquement de sa propre sœur pour rire. Ça a dû être inconfortable, ai-je observé, ressentant une vague de gratitude envers l'avocat plus âgé qui avait vu ma valeur quand mon propre frère ne le pouvait pas. Ça l'était, a reconnu Adam, surtout qu'il a enchaîné en me disant que tu faisais le branding du cabinet et que ton travail était exceptionnel. Il a suggéré que je t'avais assez mal jugé. J'ai siroté mon thé, laissant le moment s'étirer. Adam n'avait jamais été doué pour les excuses. La reconnaissance était probablement le mieux que je pouvais espérer. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-il poursuivi, me surprenant à nouveau. Mais je veux que tu saches que je l'ai regretté. Pas seulement parce que ça m'a fait mal paraître, mais parce que c'était mal. Tu as construit quelque chose d'impressionnant, complètement selon tes propres termes. Ça demande du courage. Je ne suis pas sûr d'en avoir. L'aveu lui a coûté. Je pouvais le voir dans la mâchoire crispée. L'enfant en or reconnaissant la force de sa sœur remettait en question le récit qu'il avait construit sur lui-même en tant que réussite familiale. Merci de dire ça, ai-je répondu. Ça compte, même maintenant. Papa et maman demandent de tes nouvelles, a-t-il dit, changeant de sujet. Ils ont vu ton succès. Papa a même découpé cet article sur toi dans Business Monthly. J'ai haussé un sourcil. Ont-ils reconnu qu'ils avaient tort? Adam a hésité. Ils travaillent encore sur cette partie. Mais tu leur manques. Ils vieillissent. Peut-être y a-t-il de la place pour une relation qui ne t'oblige pas à être celle qu'ils voulaient que tu sois. J'ai examiné ces paroles attentivement. Est-ce possible? Après toute une vie de leurs attentes, peuvent-ils vraiment accepter qui je suis réellement? Je ne sais pas, a-t-il admis. Mais il parle d'essayer. C'est déjà quelque chose. Nous avons fini nos boissons dans un silence plus confortable. Alors que nous nous préparions à partir, Adam m'a tendu sa carte de visite avec son numéro personnel écrit au dos. Pas de pression, a-t-il dit. Mais si jamais tu veux parler, ou même simplement échanger des textos occasionnels, ça me plairait. Les dîners de famille sont assez ennuyeux avec juste nous trois. J'ai légèrement souri, me souvenant d'une époque où ces dîners étaient une torture pour moi. Pourtant, maintenant, il les trouvait fades. J'ai pris la carte et je lui ai donné la mienne en retour. J'y réfléchirai, ai-je promis. Et nous nous sommes séparés, non pas comme les frères et sœurs proches que nous avions été, mais pas non plus comme des étrangers. Quelque chose de nouveau s'était formé dans ce café, la possibilité d'une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur la hiérarchie. Un mois plus tard, j'ai reçu un email de ma mère. Contrairement à ses communications précédentes, celui-ci ne demandait ni n'accusait. Au lieu de cela, il était étonnamment réfléchi. Chère Jenna, Adam a mentionné qu'il t'avait vu à la conférence de Chicago. Il a dit que tu avais l'air bien et que ton entreprise prospérait. J'ai suivi ton succès de loin à travers les publications de l'industrie. Ton père et moi avons beaucoup réfléchi, en partie à cause de notre âge et en partie à cause de ton absence continue de nos vies. Bien que nous ne comprenions peut-être pas entièrement les choix que tu as faits, nous pouvons voir qu'ils t'ont mené à un lieu de succès et, nous l'espérons, de bonheur. Nous aimerions avoir l'occasion de te revoir, selon tes propres termes. Peut-être un lieu de rencontre neutre pour un déjeuner ou un café lors de ton prochain passage à Boston. Avec amour, maman. J'ai lu les emails plusieurs fois, notant à la fois son ton conciliant et son évitement prudent de toute excuse directe. Je l'ai transféré au Dr Jenkins, qui m'avait aidé à traverser les 3 dernières années de séparation familiale. Qu'en penses-tu, ai-je demandé lors de notre prochaine session. Que veux-tu, a-t-elle rétorqué, de sa manière typiquement directe. J'ai sérieusement réfléchi à la question. Pas une réconciliation fantasmée où ils se transformeraient soudainement en les parents de soutien que j'avais toujours voulu. Pas non plus la continuation d'un éloignement complet. Peut-être quelque chose entre les deux, une relation limitée avec des limites claires. Je veux être vu pour qui je suis, ai-je finalement répondu. Pas comme une déception ou un projet, ni même comme une réussite qu'ils peuvent maintenant revendiquer,
juste comme moi-même, avec toutes mes complexités et mes choix. Alors peut-être que c'est ce que tu devrais leur dire, a-t-elle suggéré. Vois s'ils sont capables de te rencontrer à ce niveau. J'ai rédigé une réponse prudente à ma mère, acceptant de la rencontrer lors de mon prochain passage à Boston pour affaires. J'ai spécifié un café près de mon hôtel plutôt que nos anciens repères familiaux, un territoire neutre où nous pourrions commencer cette reconnexion timide. 2 semaines plus tard, j'étais assise à une table près de la fenêtre, attendant leur arrivée. Mes parents sont entrés précisément à l'heure, mon père balayant la pièce méthodiquement, tandis que ma mère m'a repéré immédiatement. Ils avaient l'air plus âgés que dans mes souvenirs, plus fragiles en quelque sorte, bien qu'ils se tiennent toujours avec la dignité des personnes habituées au respect professionnel. Les premières salutations ont été maladroites, le contact physique se limitant à de brèves étreintes guindées. Nous avons commandé du café et des pâtisseries, faisant la conversation sur le temps qu'il faisait et mon vol. Finalement, mon père s'est éclairci la gorge. « Tu nous as manqué, Jenna », a-t-il dit formellement, comme s'il prononçait des remarques préparées. « Ta mère et moi avons longuement discuté des événements qui ont conduit à ton départ. J'ai remarqué qu'il n'a pas spécifiquement mentionné le comportement d'Adam ou le leur. Je suis heureux que tu aies réussi, a-t-il poursuivi. Le prix de design était assez prestigieux, si je comprends bien. Merci, ai-je répondu en gardant une voix stable. Mon travail a été enrichissant, mais je n'ai pas accepté de vous rencontrer pour discuter de mes réalisations professionnelles. Je voulais aborder les dynamiques relationnelles qui ont rendu mon départ nécessaire. Ma mère a légèrement tressailli. Faut-il remuer de vieux griefs, a-t-elle demandé. Ne pouvons-nous pas simplement aller de l'avant? J'ai secoué la tête. Aller de l'avant nécessite de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Pendant des années, j'ai été traitée comme moins précieuse parce que j'ai choisi un chemin différent. Les commentaires d'Adam à sa fête de promotion n'étaient pas un incident isolé. Ils étaient l'aboutissement d'une culture familiale qui m'a constamment sapé et méprisé. Mon père a commencé à objecter, mais ma mère a posé sa main sur son bras. Il y a peut-être une part de vérité là-dedans, a-t-elle reconnu doucement. Nous avions certaines attentes, certaines définitions du succès. Tes choix ne correspondaient pas à ces définitions, et nous avons eu du mal à voir au-delà de notre propre perspective. Ce n'était pas tout à fait une excuse, mais c'était plus de conscience de soi que je n'en avais jamais entendu de sa part. J'apprécie cette reconnaissance, ai-je dit. Ce dont j'ai besoin à l'avenir, c'est du respect pour mes choix, mon entreprise et mes limites. J'ai construit une vie dont je suis fier. Si vous voulez faire partie de cette vie, cela doit se faire dans des conditions de respect mutuel. Mon père a hoché lentement la tête. Nous pouvons essayer, a-t-il dit. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons essayer. Nous avons passé le reste de la réunion à établir les paramètres de cette nouvelle relation, des appels téléphoniques mensuels, des visites occasionnelles, aucun conseil non sollicité sur ma carrière ou ma vie personnelle. J'ai clairement indiqué que tout retour en arrière aux anciens schémas entraînerait mon retrait à nouveau. Ils ont accepté, bien que je puisse voir l'effort que cela a coûté à mon père d'accepter ces termes. Alors que nous nous préparions à partir, ma mère a hésité, puis a demandé, « Seras-tu là à Noël cette année? Nous aimerions beaucoup t'avoir. » J'ai pensé aux 3 derniers Noëls passés avec des amis et la famille de Jordan, des rassemblements détendus, sans performance ni jugement. J'y réfléchirai, ai-je répondu honnêtement. Mais si je viens, Jordan viendra avec moi. Ton petit ami, a demandé mon père. Adam l'a mentionné. Mon partenaire, ai-je corrigé. Il est une partie importante de ma vie. Ils ont échangé des regards, mais ont hoché la tête en signe d'accord. Notre relation restait un travail en cours. Dans les mois qui ont suivi, certaines conversations se sont déroulées naturellement, tandis que d'autres ont déclenché d'anciens schémas qui ont nécessité une correction douce mais ferme. Mon père a eu plus de mal que ma mère à m'accepter comme une égale plutôt que comme une fille à guider. Ma mère a fait de véritables efforts pour poser des questions sur mon travail avec un réel intérêt plutôt qu'une tolérance polie. Adam et moi avons établi notre propre reconnexion prudente, principalement par des textos occasionnels sur des sujets neutres. Il m'a envoyé des articles liés à mon industrie, je l'ai félicité pour ses jalons professionnels. Nous n'étions pas les frères et sœurs proches de notre plus jeune enfance, mais nous n'étions pas non plus des adversaires. 6 mois après notre rencontre au café, j'ai accepté une invitation à dîner pour Noël, emmenant Jordan avec moi. La soirée a eu des moments de tension, mais aussi des rires sincères.
Quand mon père a commencé à me faire la leçon sur la planification fiscale de mon entreprise, je lui ai calmement rappelé notre accord sur les limites. À son crédit, il s'est arrêté en pleine phrase et s'est excusé. Cette nuit-là, dans notre chambre d'hôtel, Jordan m'a demandé si je regrettais de m'être reconnecté avec ma famille. Non, ai-je dit après mûre réflexion, mais je ne regrette pas non plus d'être parti. J'avais besoin de trouver ma propre valeur avant de pouvoir interagir avec eux de manière saine. La distance m'a donné une perspective que je n'aurais pas pu acquérir autrement. Le printemps suivant, j'ai été invité à prononcer le discours de fin d'études au Collège d'art de Philadelphie. Debout sur le podium, face à des centaines de jeunes créatifs se préparant à tracer leur propre chemin, j'ai partagé les leçons de mon parcours sans nommer directement ma famille. Votre valeur n'est pas déterminée par des diplômes, des titres ou les attentes des autres. Elle se construit par le courage de poursuivre votre propre vision, la résilience pour surmonter le rejet et la sagesse de reconnaître quand il est nécessaire de s'éloigner pour grandir. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour vous-même est de créer une distance avec ceux qui ne peuvent pas voir votre valeur. Et parfois, si vous avez de la chance, cette distance crée un espace pour une nouvelle compréhension des deux côtés. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que vous n'avez pas besoin de permission pour définir votre propre succès. Le chemin que les autres ne peuvent pas comprendre est peut-être exactement celui que vous êtes censé suivre. Faites confiance à ce voyage, même quand il est solitaire. Établissez des liens avec ceux qui célèbrent plutôt que de simplement tolérer vos choix. Et souvenez-vous que la famille peut être trouvée aussi bien que née, créée par le respect mutuel et une acceptation sincère. Alors que les diplômés applaudissaient, j'ai repéré mes parents et Adam assis tranquillement au dernier rang. Ils avaient fait le trajet depuis Boston sans me le dire, un geste qui aurait semblé intrusif un an plus tôt, mais qui semblait maintenant une véritable tentative de comprendre mon monde. Après la cérémonie, ils se sont approchés avec une certaine hésitation, conscients qu'ils entraient sur mon territoire plutôt que sur le leur. C'était assez puissant, a dit mon père, un respect sincère dans la voix. Tu es devenue une sacrée oratrice. J'ai toujours su que tu étais éloquente, a ajouté ma mère. Mais te voir inspirer tous ces jeunes gens, elle s'est interrompue, l'émotion la rendant inhabituellement sans voix. Merci d'être venus, ai-je dit, les incluant tous les trois dans mon sourire. Voulez-vous vous joindre à nous pour le déjeuner? Mon équipe a réservé une table pour célébrer. Ils ont accepté et, pour la première fois, sont entrés dans mon monde professionnel en tant qu'invités plutôt qu'en tant que juge. En les présentant à mes collègues et amis, je les ai regardés lutter, et réussir pour la plupart, à me voir à travers les yeux des autres, non pas comme la déception de la famille, mais comme une mentor respectée, une chef d'entreprise prospère et une amie précieuse. Le voyage n'était pas terminé, la guérison n'était pas absolue. Il y aurait encore des moments d'incompréhension et de vieilles habitudes refaisant surface. Mais debout là, entouré de ma famille choisie et de ma famille de naissance, j'ai reconnu que la véritable indépendance m'avait donné la force de tenter une réconciliation sans me perdre dans le processus. Le chemin à suivre n'était pas d'oublier le passé, mais de s'assurer qu'il ne contrôlerait plus mon avenir. La nuit douloureuse de la fête de promotion d'Adam m'avait finalement forcé à revendiquer mon propre récit, à construire une vie basée sur un succès auto-défini plutôt que sur une validation externe. Cette liberté valait chaque étape difficile du voyage. Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelque chose de familier pour trouver votre vraie valeur?